Bonjour, bonsoir. Avant que cette vidéo commence, j'aimerais juste clarifier un petit truc. Au départ, la vidéo sur les remakes Disney en live devait être une très longue vidéo d'au moins 1 heure, mais c'était beaucoup trop long à faire. Donc je préfère la faire là en épisode, et puis peut-être qu'à la fin je ferai un gros montage où il y aura tous les épisodes à la suite, et ce sera bien, et ce sera mieux, mais là je préfère les épisodes un par un, parce que bon, j'avais pas envie de taper les équité, hein, à vrai dire. Allez, on lance cette vidéo. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Lucky Larson pour une nouvelle vidéo. Après une chier de temps, normalement quand je sors cette vidéo, on est en novembre, et j'ai commencé à l'écrire en juillet. Voilà, nice, c'est vraiment du travail, la vie de vidéaste. Dans cette série, on va revenir en détail sur les remakes Disney en live. Parce que Disney a maintenant la tendance de nous sortir un remake en live action d'un de ses classiques d'animation chaque année, ou plus, vous allez voir. Si vous croyez que c'est une tendance des années 2010, ben, vous vous trompez. Eh oui, car le premier remake en live d'un classique Disney par Disney, c'est... En 1994, on fêtait les 100 ans de la publication du Livre de la Jungle. À cette occasion, Raju Patel, un producteur indien à qui on doit notamment le Palace du Délire avec Tom Hanks, décide de lancer une adaptation cinématographique live. À la toute base, le film devait être un film indépendant, jusqu'à ce que notre bon vieux copain Disney, dirigé par Jeffrey Katzenberg, qui deviendra plus tard un des cofondateurs de DreamWorks d'ailleurs, c'est rigolo comme quoi Disney a créé sa concurrence tout seul, sentent qu'il y a du bif à se faire et reprennent en main le film en augmentant son budget, qui passera donc à 27 millions de dollars, et en mettant Ron Yanover et Mark Geldam au scénario, le duo derrière le scénar du film Glass Shadow, qui est le premier film ayant donné le rôle principal à Angelina Jolie, qu'on va revoir plus tard. Coucou Angelina, on pose là, voilà, et on revient dans 4 films, on revient dans 4 films. Sauf que ces petits génies ont accouché d'un texte de 180 pages, dont les 70 premières ne comportaient aucun dialogue. Et autant dire que Katzenberg, ça lui a pas beaucoup plu. Du coup, il a confié le projet à Stephen Sommers, qui avait auparavant réalisé les aventures de Huckleberry Finn pour Disney, et donc Katzenberg avait beaucoup apprécié le travail. Sommers étant un grand fan du film d'animation et de films d'aventure dans la jungle, il accepta tout de suite, avec pour projet de vivre une aventure romantique luxuriante et de montrer la beauté de la jungle. Waouh! Pour jouer Mowgli, Sommers a ardemment défendu Jason Scott Lee, qui interprétait Bruce Lee dans le film sur la vie de ce dernier, et qui apparemment a aussi eu un rôle dans Retour vers le futur 2, mais j'en ai aucun souvenir. Sauf que les dirigeants de Disney le trouvaient trop vieux. C'est vrai qu'on est loin du petit garçon du dessin animé. Ce à quoi Sommers a répondu: oula les mecs, il sera quand même bien plus crédible qu'un ado inconnu. Ce qui apparemment suffit à convaincre les dirigeants. Ça et le fait que Lee avait un super bon feeling avec les animaux. Sommers voulait également des acteurs de Bollywood, mais à cause d'un emploi du temps trop chargé et la limite de film dans lequel il devait apparaître, beaucoup durent décliner l'offre. Sauf deux, ils arrivèrent finalement à avoir Stéphane Khalifa et Anirudh Agarwal pour les rôles de Buldeo et Tabaki, deux chasseurs présents dans le livre original de Rudyard Kipling, mais pas dans le film d'animation. On a pris ensuite le reste du cast: Cary Elwes, Lena Headey, Sam Neill et Jason Flemyng dans son premier rôle en tant que lieutenant John Wilkins, et qui vit vite son rôle grandir après qu'il soit devenu cul et chemise avec Sommers. À la dernière minute, John Cleese reçut le scénario, tomba amoureux de celui-ci et reçut donc le rôle du docteur Julius Plumford. Étant donné qu'à l'époque il était impensable de faire des animaux entièrement en images de synthèse, la production dut donc travailler avec de vrais animaux, des ours, des panthères, des loups, des tigres, des singes, mais aussi des éléphants, ces deux derniers ayant d'ailleurs eu des destins tragiques étant donné que des macaques rhésus et des éléphants d'Asie furent abattus pendant le tournage du film à Bombay. Et tout ça, cette ambition de vouloir faire un film d'aventure, et cette ambition aussi d'avoir du bif, on va pas se le cacher, tout ça, ça a donné un film... sympa en fait, c'est vraiment dans la lignée des films d'aventure des années 80-90. L'ambiance fait assez penser à un croisement entre Indiana Jones et Tarzan. Pour ce dernier, je pense surtout à la relation entre Mowgli et Kitty qui fait très moi Tarzan, toi Jane. Relation qui d'ailleurs est pas folle et empiète beaucoup trop sur le reste du film. C'est très différent du film d'animation. Pas de chansons, pas d'animaux qui parlent, un Mowgli adulte, on a même Balweka qui passe à 2 doigts de la mort. Même le rôle de Shere Khan change, on le voit pas beaucoup, maximum 3 minutes dans tout le film,
et au final, il épargne Mowgli. Ils ont quand même gardé le roi Louis, qui est une création du film d'animation, mais sinon, il n'y a vraiment pas de rapport avec le dessin animé. Et c'est cool, voir une nouvelle version d'une œuvre qu'on connaît, ça fait du bien. Les choix pris par Sommers sont parfois discutables, mais jamais insensés. Mais ça a étonné les dirigeants de Disney, qui s'attendaient à une copie conforme du film d'animation ou une romance adolescente. Le film n'a pas marché en France, il n'a fait environ que 430 000 entrées, là où le film d'animation en avait fait plus de 5 millions. Aux US, le film rapportera 43 millions de dollars, ce qui est bien mais pas top. et ça a suffi à rentabiliser à peu près le film. Les critiques seront généralement positifs, mais on lui reprochera surtout de ne pas être fidèle au livre de Kipling et de ne pas être adéquat pour le public visé, soit les jeunes bambins. Donc le film ne fut pas forcément ni un succès critique, ni un succès au box-office. Mais néanmoins, Disney, 2 ans plus tard, réitérera l'expérience. Walt Disney présente Glenn Close dans un nouveau chef-d'œuvre cinématographique.